Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belgocam 21 TV. Au sommet de cette émission, la visite du président français Emmanuel Macron en Afrique. Une tournée qu'il a commencé via le Gabon. Pour cela, je suis accompagné de M. Etoga, que vous connaissez très bien, notre consultant maison. Nous allons analyser ensemble son discours prononcé à l'Élysée. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de cette invitation qui honore ma personne. C'est tout un plaisir que je viens partager les idées qui sont peut-être en contradiction avec l'auditoire. C'est un plaisir que je suis ici. Le président français est en Afrique. Lors de son départ, avant son départ, il a prononcé un discours à l'Élysée. Un discours qui donnait les grands axes de sa visite en Afrique. Et pour cela, nous analysons la stratégie repensée que le président Macron propose aux dirigeants africains. Monsieur Toga, vous avez suivi le discours de Monsieur Macron, président de la République française, qui a fixé le cap de cette nouvelle politique, qui se veut simple, plus lisible, plus politique, une politique centrée sur l'humain. Quel rôle pourra encore jouer la France en Afrique? D'emblée, je dirais aucun rôle, parce que on a coutume de dire l'histoire de l'homme suit l'homme. Et donc, comme la France a une histoire rocambolesque sur le continent africain et qu'elle aimerait par des mécanismes de communication bien définis, améliorer la perception, c'est les concepts qu'ils ont utilisés, améliorer la perception de ce que la France n'est plus dans ce passé colonial qui la suit jusqu'à aujourd'hui. Et donc, elle rencontre cette difficulté-là. Et donc, de mon point de vue, je pense qu'elle ne saurait apporter quelque chose à l'heure actuelle. Et donc, on se retrouvera certainement, je développerai ce point-là dans ce qu'eux-mêmes ils ont connu dans les années 40 avec la période de Vichy. Le président français Emmanuel Macron dit que la France a son destin lié à celui de l'Afrique et pense à la culture comme levier pour une France-Afrique repensée. Puisque la jeunesse française écoute du Makossa, du Ndombolo en France, est-ce que ce n'est pas là une forme de séduction ou tout simplement un aveu de reconquête? Bon, on peut considérer cela comme un aveu d'échec déjà, parce que ils étaient dans le déni d'une production culturelle africaine. Aujourd'hui, ils se rendent compte que cette culture, elle existe et il faut faire avec. Mais c'est aussi un enjeu de séduction que la France ici est en train de mettre en place avec l'aval de quelques intellectuels africains qui ont pensé que cette stratégie-là sera bénéfique pour améliorer, n'est-ce pas ici, la perception de la France sur le continent africain. Et donc améliorer, c'est là polir son image auprès d'un public qui se veut jeune et qui réside sur le continent africain et dont les regards ne sont plus tellement portés vers la mère patrie, comme dans le temps colonialiste on l'appelait la mère patrie. Mais aujourd'hui, faire allusion à l'ensemble des musiques qui émanent du continent africain, il a même cité quelques noms, Fally Ipupa, Fela Kuti, et vous convenez avec moi qu'à travers cela, il met toujours en avant les centres culturels français qui ont produit ces artistes-là et montrer que même dans la production, on ne saurait se détacher de l'apport français, dont on ne peut que produire parce qu'on est en relation ou en co-construction, comme il utilise ce terme-là dans son discours, en co-construction ou en co-direction avec la France pour produire quelque chose de sensé et qui sera partagé naturellement au sein de sa population. Et donc il y a toujours un label français qui doit ressortir
Et c'est toujours ce paternalisme que nous sommes en train de décrier depuis fort longtemps, qui, dans son discours, bien qu'il n'ait pas voulu mettre cela en avant et revendiquer le fait qu'il n'appartient plus à ce temps-là, parce qu'il est passé, et il voudrait que dans la nouvelle génération et le nouveau partenariat qu'on essaye de construire avec la France aujourd'hui, il voudrait qu'on oublie tout simplement l'histoire, mais sauf que l'histoire suit l'homme. Et donc la France, son histoire va la suivre. Le discours du président est en majorité axé sur la culture et la jeunesse. Il souligne le déploiement des infrastructures sportives, d'un partenariat culturel et scientifique, d'une relation équilibrée et responsable. Pourquoi le franc CFA, qui est un lien avec le colonialisme, le président Macron ne souhaite-t-il pas s'en séparer finalement? Ben, je ne remettrai pas le tort sur le président Emmanuel Macron, mais les atours qui ont constitué la pensée génératrice de tout ce projet-ci, et dont vous avez le professeur Achille Mbembe et tout le parterre qu'il a constitué pour, n'est-ce pas, produire une nouvelle la construction d'un nouveau partenariat avec l'Afrique. Ce projet, il est porté par le professeur Achille Mbembe avec le club de Johannesburg qu'il a constitué pour mener à bien les travaux qui sont axés sur 5 différents points. On a ici aspiré à apaiser les mémoires, c'est-à-dire oublier un passé colonial douloureux, sauf que l'histoire de l'homme suit l'homme, donc il faut restituer vers une nouvelle éthique relationnelle, c'est-à-dire le patrimoine, on va remettre un certain patrimoine qui est revendiqué par les pays africains sans toutefois rechigner que on ne va plus mettre en avant ici le fait que les pays africains ne sont pas capables de protéger eux-mêmes leur patrimoine, donc on va restituer juste pour apaiser les relations et la rendre plus éthique. On a ici les réformes du franc CFA dont vous parlez, et j'en reviens. Je donne d'abord juste les 5 piliers sur lesquels revisiter le format des sommets Afrique-France. Bon, je prends d'abord revisiter les sommets Union Afrique-France. Ouais. Ici, vous voyez qu'il a écarté les présidents africains et qu'il a constitué sa stratégie sur la société civile. Et ça me pousse maintenant à penser qu'il veut calquer ce label-là sous le prisme de ce que les États-Unis ont déjà mis en place, c'est-à-dire African Young Leaders. Et donc, il se rapproche nécessairement de la jeunesse africaine pour formater et construire un mindset qui sera constitutif de l'attachement que la jeunesse, la société civile, portera comme discours auprès des dirigeants africains et auprès nécessairement de la société africaine avec qui ils sont en communion, en collaboration très souvent. Et vous parlez du franc CFA, mais la faute ici n'est pas forcément au président Emmanuel Macron, comme il le dit dans son discours. Il revient aux chefs d'État africains de revendiquer leur sortie ou leur continuation dans la gestion monétaire. Et donc ici, moi, je ne vais pas m'accentuer sur ce que les présidents vont faire ou ne pas faire, mais c'est ce que les intellectuels africains pourraient faire. Et ici, je vais prendre l'exemple du professeur Eugène Bollé qui considère l'Afrique comme un horizon de pensée. Mais est-ce qu'on a utilisé ici l'Afrique, on a calqué notre pensée comme étant l'Afrique, ce continent-là, comme étant un horizon de pensée? J'ai envie de dire que non, parce que le porteur et l'élaborateur de ce projet-ci ne considèrent pas l'Afrique au même titre que le professeur Eugène Bollé. Et donc, la question revient à dire comment est-ce que les Africains qui pensent au développement de l'Afrique n'ont pas en lumière le fait que le franc CFA constitue un véritable frein de développement. Et donc, reformer le franc CFA devrait plutôt être une rupture véritable avec le franc CFA. Quand eux-mêmes ils acquiescent la réforme du franc CFA et les éléments constitutifs de la réforme sont connus, c'est-à-dire au niveau de l'UEMOA, c'est un saupoudrage véritablement pensé qui permet à dire que nos intellectuels ont un véritable problème à penser au développement et au devenir de l'Afrique.
Le président Emmanuel Macron a compris que le monde multipolaire se construit en Afrique. Il veut pour cela repenser les bases militaires françaises. Également, la logique d'aide au développement en logique entrepreneuriale. Est-ce que séduire les dirigeants africains avant le sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Sochi en juin 2023 n'est pas là une difficulté qu'il essaye de surmonter? Donc je dois, pour répondre à votre question, je dois d'abord rentrer dans le discours du président Macron et dire en soi qu'il est révélateur de deux éléments. D'abord, que la France a perdu pied, a perdu prise. Et le deux, c'est que le président Macron est un peu, je dirais, déboussolé. Les événements agrégés au label France tombent sur sa tête, bien qu'il n'ait pas véritablement contribué à quelque chose. Donc ici, il doit gérer des casseroles très chaudes, mais la manière qu'il s'y prend constitue un peu un problème, et donc l'approche avec les panafricanistes, entre guillemets, qui essayent de repenser la relation africaine est un peu dubitative. Et maintenant, pour répondre à votre question avec les bases militaires, c'est à rigoler. Lui-même, il a dit dans son discours qu'ils vont veiller à leurs intérêts, mais dans son discours aussi, il essaye de mettre en avant le fait que les bases militaires françaises constituent un rejet auprès de la population africaine. Mais la question, c'est pourquoi ce rejet? Parce que l'histoire de la France suit la France, l'histoire de l'homme suit l'homme. Et donc ici, le président Emmanuel Macron essaye de balayer d'un revers de la main cette histoire-là et nous faire comprendre que par quelques saupoudrages, une co-construction des armées, ils sont dans ce label-là maintenant, une co-construction des armées, c'est-à-dire, on va vous assister, nos bases militaires ne disparaîtront pas, on va mettre cela à disposition des pays concernés, dans lesquels leurs unités militaires viendront maintenant en surnombre pour effacer la visibilité française sur le territoire. Mais sauf que, qui va gérer le matériel militaire et qui sera au commandement opérationnel sur le terrain? Est-ce que ce ne sera pas toujours les généraux français qui vont diriger les généraux maliens, parce que le matériel vient de France et non la relation là-bas, comment ça va se passer? C'est la co-construction, et il va plus loin, construire une certaine intimité, une certaine collaboration avec les armées françaises. Est-ce qu'on va là vers une unicité des armées? Et donc comment est-ce que l'armée par exemple ivoirienne va intégrer le dispositif l'état-major, par exemple, l'état-major français, pour construire cette intimité-là? Est-ce que alors l'intimité ici est toujours j'ai envie de dire... Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme de colonialisme déguisé, là? J'arrive à cette conclusion-là. Je vais juste pour démontrer que la réciprocité n'est pas vraie. La réciprocité n'est pas vraie dans tout ce qu'ils ont produit. C'est-à-dire quoi? Les bases militaires, est-ce que nous aussi on aura des bases militaires en France pour construire cette intimité-là? La réciprocité n'est pas vraie. Et donc, ils sont toujours là avec une posture paternaliste, une fois de plus. Une posture que lui-même, dans son discours, essaye de réprouver. Mais sauf que dans les faits sont durs. L'histoire de l'homme suit l'homme. L'histoire de la France est en train de suivre la France. L'histoire de la France est calquée dans leur mindset. Et ils sont dépassés par les événements. Et donc, la co-construction des armées, là, c'est toujours la continuation d'une colonisation apaisée à l'africaine. Et ajoute à l'africaine parce que les Africains aujourd'hui ont contribué à construire une nouvelle perception de la France sur le continent africain. En Afrique, le panafricanisme s'est installé. Les pays africains sont entrés dans la mouvance d'un monde multipolaire. Certes, l'Afrique est devenue une terre de compétition. La France, selon le président Emmanuel Macron, la France doit en tirer profit, tout en jouant collectif, comme il a dit, c'est un terrain de compétition, accompagné de l'Union européenne, qui assurera pour lui la sécurité. Est-ce que ce comeback, cette remontada, ne sera pas difficile pour la France durant les 4 prochaines années?
ça sera très difficile. Il va rencontrer sur son chemin des panafricanistes, non pas fourvoyés, mais des panafricanistes convaincus. Et quand je lis par exemple dans son discours, il dit l'Afrique est devenue une terre d'opportunité, une terre de compétition. Si on fait une analyse structurelle, on va comprendre que l'Afrique était son marchepied. Avant, c'était son précaré. Et dans le même discours, il essaie de récuser le fait, de considérer l'Afrique comme étant un précaré qui a utilisé ce concept-là. C'est la France. L'histoire de l'homme suit l'homme. L'histoire de la France va suivre la France. Partout où elle va aller en Afrique, son histoire va la suivre. Et donc ici, son discours, il est encore révélateur. À quel niveau? Il dit qu'il va investir 40 millions d'euros auprès des ambassades pour promouvoir la culture française. À travers une communication offensive. Donc ici, il empiète l'influence militaire de la France sur le continent africain, mais il passe maintenant à une diplomatie soft que les autres puissances utilisent pour insérer les marchés africains. Et donc, il était toujours dans un mindset un peu loufoque, à savoir que en Afrique, l'Afrique c'est pour moi, c'est pour la France. Et donc, qui veut entrer là-bas passe par moi, et qui veut sortir passe toujours par moi. Et donc, les mécanismes du franc CFA confirment cela. Bien qu'aujourd'hui, le franc CFA est mis en débat, vous voyez, aujourd'hui, il s'active à rester sur le continent africain. Et donc, votre question, c'est à rigoler. Qu'est-ce que je peux bien dire par rapport à ça? Il doit juste faire un aggiornamento, comme en Italie, le programme de Mussolini, faire un aggiornamento du mindset du français, du dirigeant français, et même des structures qui encadrent les politiques françaises. Il a évoqué que la jeunesse française danse déjà et chante du Dombolo et du Makossa. Bon, s'il veut nous réduire à un singorisme, je crois que je ne fais pas partie de cette jeunesse qui accepterait qu'on la considère toujours d'un point de vue émotif. Parce que, bien que la création musicale fait appel à un certain intellect, réduire cette production-là au fait que les Français dansent quelque chose, non. Qu'est-ce qu'il en dit de nos intellectuels qui ne pensent pas comme Achille Mbembe, par exemple? Qu'est-ce qu'il dit, par exemple, du professeur Kolofoué qui récuse la pensée, par exemple, d'Achille Mbembe à l'heure actuelle, du professeur Eugène Baudet qui récuse cette pensée-là? Est-ce qu'ils sont invités à la table? Le professeur Thierry Amougou, l'économiste, la pensée développementaliste. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont invités à cette table-là pour, n'est-ce pas, mûrir cette réflexion qui est présentée aujourd'hui à l'Afrique comme étant un projet validé par les penseurs africains? Mais non, le président Macron utilise toujours les éléments africains, c'est nouveau, les éléments africains pour revenir en force sur le continent qu'il a perdu au préalable. Et donc ici, c'est les Africains eux-mêmes qui sont en train d'aider un pays colonialiste à revenir les coloniser sur leur propre continent. 4% d'investissement. 4%, ben, il aura même 3. 3 l'année prochaine, 2, après il va partir. Il n'aura plus rien. Moi, je milite pour qu'il n'ait plus rien. Ce président, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Aujourd'hui, il s'indigne du fait que les multinationales ne livrent pas les projets aux standards internationaux parce qu'on considère l'Afrique comme étant un lieu où il ne faut pas respecter les normes. Vous faites à votre sauce. Et puis ils vont consommer ça parce que c'est des bons petits nègres. Mais non, dans son discours, il le dit qu'ils doivent revoir même les manières de gérer les projets sur le continent africain. Parce que comment expliquer le fait qu'en Allemagne, ils sont respectés, en Pologne, ils sont respectés, en Chine, ils sont respectés par l'efficacité ou alors l'expérience qu'ils ont dans la gestion des projets. Mais en Afrique, on les chasse. Le président Macron est déboussolé, il ne comprend pas. Est-ce que l'arrivée des Chinois n'a pas perturber cette même mise sur l'Afrique? Tout à fait d'accord, il le dit même dans son discours. Il le dit dans son discours, mais il ne se questionne pas sur
les forces qui poussent les Chinois à les bousculer sur tous les plans. Par exemple, il ne veut pas remettre en question son hégémonisme paternaliste sur le continent africain, qu'il a toujours manifesté dans ce discours. Il y a un point où il utilise ici une triple casquette. Macron, l'individu français, Macron, le président français, Macron, l'ambassadeur de l'Union européenne. Et à un moment de son, il y a dans un passage de son discours, il dit, il ne parle pas au nom de la France, mais au nom de l'Union européenne, qui vont maintenant gérer des dossiers chauds, non plus sous la coupole française, mais plus sous la coupole européenne, pour adoucir l'image française. Mais il donne plutôt le domaine sécuritaire à l'Union européenne. Mais il a échoué. Il a échoué, il faut bien passer la patate chaude à une institution qui a blanc-seing, on va dire, entre guillemets, sur le continent africain pour continuer le pillage. Et on sait ce qui s'ensuit. Et donc, c'est toujours un... Ici, je vois plus le lobbying dans la promotion de certaines valeurs et tout ce qui va avec, puisque le président Macron, aujourd'hui, la France n'a plus cette capacité à... Il reconnaît dans son discours qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, à savoir qu'ils voulaient gérer les problèmes de l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont en train de se faire... Alors là, il est le capitaine de l'équipe, il a décidé de mouiller le maillot et de jouer collectif. Bon, le président français donne l'impression que l'Afrique attend impatiemment la France, accompagné d'un idéal de gouvernance dont le maître mot est la démocratie. On pourrait se poser la question à savoir de quel modèle de démocratie s'agit-il? C'est de quelle démocratie le président Macron essaye de promouvoir ici. La démocratie est fonction des valeurs qu'on promeut. Et donc le président Macron ici, il a énoncé égalité homme-femme, l'opportunité de causer avec les opposants. Mais derrière cela, vous avez aussi la promotion de quelque chose qui est, mais en sourdine, la promotion de quelque chose qui est mal perçu sur le continent africain. Et donc, la percée est une volonté démocratique pour les États occidentaux. Et donc, dans tous les projets, comme par exemple ce qu'il propose aujourd'hui sur le continent, il ne va pas le mentionner directement. Mais il va faire mention de ce que la liberté et démocratie, il faut avoir la démocratie, il le dit bien, mais la démocratie n'est pas forcément calquée sur le modèle occidental. Il faut, à leur niveau, considérer les démocraties africaines, les penseurs africains qui ont imaginé que l'Afrique a connu la démocratie bien avant que l'Occident ne vienne prêcher le concept de démocratie, il le reconnaît. Mais maintenant, dans son discours, ce qui est ambigu, c'est l'alliage de démocratie et de liberté, mais dans la liberté maintenant, sauf qu'il oublie ce que Rousseau disait, par exemple, que votre liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Mais ici, il nous impose une valeur que nous, on a dit, non, votre liberté doit s'arrêter là où nous, on estime que ça, c'est notre liberté qui commence ici, la promotion des LGBTQ, avec la nomination qu'on ne saurait récuser ici, la nomination de, par exemple, un personnage comme Bling Bassi à la tête d'une organisation qu'il a bien voulu créer pour réécrire l'histoire africaine. Regardez l'idée, l'image que reflète le personnage. C'est un musicien qui travaille sur les questions historiques, certes, mais le personnage en soi véhicule certaines valeurs, une certaine identité, il porte une cause sociale qui est calquée aux valeurs occidentales et donc qui est recusée. Ces valeurs-là sont recusées sur le continent africain. Mais cette co-construction dans l'intimité qu'aimerait mettre la France sur le continent africain se construit aussi à travers les personnes, les personnages, le langage, la culture. La culture française ne va pas disparaître. Il parle ici même de la résurgence de remettre sur pied les centres français, tout ce qui est français, pour
coloniser une fois de plus le mindset de notre jeunesse à travers une société civile à leurs ordres. Et donc le schéma, il est connu ici. Il revient, par exemple, à nos intellectuels qui manquent les moyens, parce que pas financés par la démocratie occidentale, de se mettre ensemble et de proposer des alternatives à la société civile qui a compris les enjeux et qui aimerait non pas bouter la France hors du territoire africain, mais de lui faire comprendre que la donne qu'elle a par l'habitude d'utiliser devrait changer. Et donc, il revient à la France de s'asseoir, de repenser maintenant son histoire, non pas en fonction de ce que l'Afrique doit participer ou pas, mais elle de s'asseoir comme elle l'a fait avec la période de Vichy, qu'elle n'aimerait pas parler sur le continent européen, encore moins en France, de ne pas nous amener des Vichy en Afrique pour mieux collaborer. Il a utilisé le concept de collaboration. Et donc, quand on utilise collaboration en France, on se retrouve à la période des Vichy. Et la période des Vichy, c'est quoi? C'est la collaboration avec les nazis. Et le nazi, c'était quoi? C'était l'occupant français. Et nous, à cette période-là, il y a un rapprochement tout fait. La France a colonisé 14 pays africains où elle a imposé une certaine monnaie avec De Gaulle, le dictateur. Pourquoi De Gaulle est le dictateur? Parce qu'il dit aujourd'hui que la junte malienne, pas la junte, il l'appelle la junte malienne, la junte guinéenne, la junte, je ne sais pas moi d'où. Il dit que ce n'est pas des démocraties qu'il faut respecter parce que ils sont des juntes issues des coups d'État. Mais qu'est-ce que De Gaulle a fait? À partir du moment où un leader se lève pour apporter un plus à sa population, un chemin, comme Kadhafi a été massacré, pourtant la population de Kadhafi vivait sous un seuil, sous une coupole de richesse bien amenée. Aujourd'hui, ils sont à la dérive totale. Est-ce que ce n'est pas une certaine forme de démocratie de laisser les dirigeants pouvoir apporter le bonheur à leur population, comme les militaires de la junte malienne et burkinabé? Mais non, dans son discours, il essaye ici déjà de déresponsabiliser la France de ce qui se passe sur le continent africain et de restituer la responsabilité aux dirigeants africains de la situation qui est présente sur le continent africain. C'est deux choses qu'il faut nuancer dans son discours. Et donc, il reconnaît un certain paternalisme, une certaine histoire passée qui entache la relation française avec l'Afrique. Mais il ne reconnaît pas l'influence de l'impact du franc CFA, par exemple, sur le développement économique de l'Afrique. Il rejette cela dans la mauvaise gouvernance, la malgouvernance, on ne va pas nier que c'est le cas. Il rejette cela aussi dans le choix des hommes, les conflits, une jeunesse pas éduquée. Il rejette cela, la femme qui n'est pas prise en compte de façon dans son émancipation, tout cela. Mais il ne remet pas en cause l'impact du franc CFA sur les politiques africaines. Et d'où, à une certaine émission ici, on avait mis en lumière le fait que les présidents africains n'ont pas la latitude de mettre sur pied des politiques économiques. Ils mettent des économies politiques, là, gestion des budgets et consorts, mais des politiques économiques, j'aimerais bien qu'un professeur économiste soit bien éclairé sur la nuance qu'il y a entre politique économique et économie politique. L'Afrique fait l'économie politique, mais ne fait pas la politique économique, c'est-à-dire penser la stratégie globale de tout un pays. Le professeur Bou l'a assez évoqué, cette politique économique qui n'arrive pas à être mise en place parce qu'il y a des leviers que la France détient. Tout à fait. Il dit par exemple ici qu'ils sont sortis de la gouvernance du franc CFA au sein du directoire des banques centrales. Ça a rigolé, ce type, il est vraiment déboussolé. Ils sont vraiment à la ramasse, les stratèges français, dans la construction de leur relation avec la France, avec l'Afrique. C'est un nouveau partenariat, mais vous venez vous foutre de la gueule de tout un continent comme ça.
c'est pas très sérieux de ceux qui ont déjà compris. Mais il a dit que c'est un terrain de compétition maintenant. Ça veut dire qu'il place ses intérêts en avant et il met ses intérêts en avant. Maintenant, il faudrait que les penseurs africains, les intellectuels africains puissent analyser cela comme on le fait ici. Ici, c'est une analyse communicationnelle et profonde de la pensée de Macron, puissent aussi analyser cela d'une façon technique, économique, pour pouvoir dire non au projet Macron. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? Nous avons une intelligentsia pensive, pensive avec A, pensive. C'est-à-dire vous pensez déjà parce que vous avez faim, vous voulez intelligentsia pensive. Mais est-ce qu'ils vont le faire alors? J'en doute, j'en doute. Ici, on vit au rythme des nominations. Si on t'a nommé dans la communauté qui a pensé ce projet, ben, tu es devenu le plus grand intellectuel africain. Si on t'a nommé, je ne sais pas moi, si tu as été juste saluer le président ivoirien Ouattara, tu es devenu le plus grand économiste qui existe sur la Terre. Et donc, même cette co-construction de la monnaie, qu'ils estiment aujourd'hui que l'éco sera la monnaie unique en Afrique de l'Ouest, ça a rigolé. Avant que l'éco n'arrive, il y avait un projet de monnaie unique en Afrique de l'Ouest, que Macron et le président Ouattara sont venus s'aborder pour remettre tout le projet aux mains de la France qui le pilote aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, dans son discours, il vient nous dire que il y a des avancées, la réforme du franc CFA avec l'émission d'une monnaie, que si les présidents aimeraient sortir, ils sortent. Mais non, il y avait une initiative du Nigeria, du Ghana et tous ces pays-là qui ne font pas partie de la zone franc. Mais pourquoi il est venu coopter ce projet pour l'amener dans l'escarcelle du giron français? Pourquoi? Et on parle de démocratie et de liberté. Je doute fort. Et c'était toujours à la période où ils étaient en train de repenser la perception que l'Afrique doit avoir de la France. Et ce Jupitérien, comme il aime à s'appeler, a jugé nécessaire qu'il doit faire ce coup bas à l'Afrique. Aujourd'hui, il vient nous demander... Et je pense que je n'ai pas envie de donner les mots un peu graves sur l'écosystème africain. La France s'intéresse à la forêt africaine. Subitement, l'Amazonie est là, mais la France, aujourd'hui, l'écosystème est primordial pour la France. L'écosystème africain. C'est une économie d'avenir. C'est une économie d'avenir. Et ils sont en train, eux, ici en Occident, de mettre sur pied une diplomatie climatique. Une diplomatie climatique qui va orienter les débats en fonction non pas des intérêts africains, mais des intérêts occidentaux, c'est-à-dire France et j'en passe. Et ce document qu'ils nous ont produit, par exemple, met en lumière le prisme, l'apogée indépassable qu'est le climat, que c'est un défi commun, vous ne pouvez pas faire sans toutefois mettre en relief la difficulté climatique dans laquelle nous vivons aujourd'hui et dont il faut apporter des solutions. Et qui pense des solutions? C'est toujours Macron, qui vient nous rappeler aujourd'hui que nos faunes sont en danger. On n'a que 2 réserves au monde qui nous aident encore pour le moment. Et c'est déjà entamé en Amazonie, mais au niveau du Gabon, il faut préserver parce que le climat est intéressant. Mais quand on demande les financements aussi pour aider cette jeunesse qui doit nécessairement manger, se vêtir, comme ils ont bien pensé dans leur projet que la jeunesse a besoin de travail, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils envoient tout en Ukraine, non? Ils envoient tout en Ukraine. Nous, on doit subir avec le M23 qu'on est incapable de condamner le président Tshisekedi qui est venu avec tout un projet, se retrouve aujourd'hui à ne même pas réaliser les 1% de son projet. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes de freinage dans le développement de l'Afrique qui les poussent à penser international sans toutefois penser local, sans toutefois penser national. Est-ce que la question climatique est une question majeure sur le continent africain qui devrait empêcher les présidents africains, par exemple, de s'occuper de l'éducation? Il n'en fait pas, il en parle. C'est toujours le véhicule de la culture française, l'éducation. Comment penser comme un Africain? On doit t'éduquer. Pour que tu penses comme un Africain, il faut qu'on passe par l'éducation. L'éducation d'où? De la jeunesse. La jeunesse, ça veut dire le bas âge.
Et donc, on va commencer à la cire. Et il dit, c'est pas construire les murs. C'est aussi construire les programmes. Quand ils ont déjà avancé en introduisant la nouvelle Afrique, raconter la nouvelle Afrique, raconter l'Afrique autrement dans les programmes français. Il le dit. Mais est-ce que c'est la solution au président français? Je doute fort. Et ça ne va pas nous empêcher, nous, de chercher à connaître la véritable histoire de l'Afrique, de lire les scientifiques africains qui produisent la véritable science, non pas la science occultée que le professeur Achille Mbembe est allé proposer à l'Élysée, et que les professeurs dignes de ce nom entrent en contradiction à ce projet. Mais sauf que vous avez le ministre d'État, Jacques Famunongo, qui a reçu ce parterre de personnes qui sont venues présenter ce projet. Et donc, ils sont en co-construction, on va dire simplement. On n'a pas encore la réponse du ministre Famunongo, donc ça viendra certainement de la présidence de la République. On aura les détails de sous peu. Pour terminer, M. Etoga, le destin de la France dépend-il de l'Afrique? Que pourraient être les conséquences économiques si cette grande terre est devenue une terre de compétition, réduit davantage la part de marché accordée à la France? Ben, votre question nous renvoie à ce questionnement qui donne naissance à cette émission que nous sommes en train de faire, qui contrôlera l'Afrique. Et si on se pose la question ainsi, cela me permet naturellement de répondre à votre question, c'est de savoir est-ce que les Africains sont prêts à contrôler l'Afrique? Sinon, parce qu'au regard de ce qui est produit aujourd'hui, la réponse est non. On n'est pas capable de contrôler l'Afrique. Parce qu'on a toujours besoin du suzerain, non pas américain, mais français, pour orienter les décisions africaines. Et donc on n'est pas encore autonome. On n'a pas encore une autonomie intellectuelle pour contrôler l'Afrique. Est-ce que c'est tous les intellectuels? Je vais nuancer à dire non, il n'y a pas tous. On a reçu ici au café littéraire le professeur Eugène Baudet qui a développé toute une véritable pensée africaine. C'est-à-dire un panafricanisme d'engagement, un panafricanisme d'action qui met en avant les valeurs africaines, qui met en avant la culture africaine, qui met en avant la science africaine. Et c'est cette science-là qui permettrait à l'Africain de s'émanciper véritablement et de construire son autonomie. L'Africain doit construire son autonomie. On ne doit pas l'aider à construire son autonomie, il doit construire son autonomie à l'image de ce que le professeur Joseph Kizerbo disait, se redéfinir. La redéfinition de soi permettrait à l'Afrique naturellement de connaître une certaine émergence intellectuelle et affirmer, n'est-ce pas, son identité auprès d'un président comme celui de la France qui vient pour développer l'Afrique, d'un président chinois qui vient pour développer l'Afrique, d'un président américain qui vient pour développer l'Afrique. Mais eux, sauf qu'eux, ils viennent pour développer l'Afrique sans les Africains. Parce qu'on n'a pas encore une certaine émancipation, une certaine identité qui permet de définir nos propres intérêts. Et de là, vous me posez la question, j'ai envie de dire, les Africains sont loin de diriger, de contrôler l'Afrique. Mais je vais nuancer mon propos et dire que si aujourd'hui je tiens la parole, c'est parce que j'ai envie de voir l'Afrique être contrôlée par les Africains. Certes, qui contrôlera l'Afrique, le président français Emmanuel Macron est en Afrique. Nous attendons certainement le résultat de cette tournée pour vous revenir. Et c'est ici que s'achève cette émission. À très vite.